Bonjour les amis. Nouvelle émission, remettons les pendules à l'heure que je vous fais comme aujourd'hui spontanément, sans grande préparation. Vu la situation assez tendue sur le plan international que nous avons actuellement entre l'Ukraine, la Russie, mais également donc entre les États-Unis et la Russie. On s'achemine avec tous les différents accords internationaux qui ont eu jusqu'à présent à une politique que l'on connaît bien, au retour de l'ancien monde, c'est-à-dire la politique des blocs. Une politique des blocs que j'ai depuis je ne sais combien d'années essayé de prévenir, de combattre justement sur des sites plus anciens, sur des blogs, des overblogs, où je mettais en garde justement sur le danger de la politique des blocs, c'est-à-dire de la même manière que nous avions eu par exemple l'Europe nazie contre le reste du monde, l'après-guerre a accouché du bloc soviétique contre le bloc des USA et contre le bloc de l'OTAN, et plus d'une fois la guerre froide a failli être chaude. Eh bien, de nouveau, on a l'impression qu'on se remet de plus en plus vers cette position. Alors initialement, on peut comprendre une certaine tension des USA avec ces accords qui pouvaient apparaître pour le moins inquiétants entre la Russie, la Chine, donc deux grands États, deux empires qui ont des conflits actuellement avec les États-Unis et pour ajouter le troisième, l'Iran, des solidarités de défense, et on voit actuellement les revendications de la Russie qui sont d'ailleurs soutenues par la Chine et l'Iran, ennemi héréditaire d'Israël, Israël, le meilleur allié depuis la fin de la guerre des USA. Donc, on voit qu'on est vraiment déjà à ce stade-là, on était en préparation avec deux blocs qui veulent se bouffer le nez. Or, l'histoire nous apprend qu'il y a parfois un vaincu qui perd plus que le vainqueur, mais pour moi, la guerre aboutit toujours à deux perdants. Aussi bien le vaincu que le vainqueur, car les vies humaines, elles, qui sont perdues, on ne les récupère pas. Et puis la situation a changé. Que ce soit la terre pour les non-croyants, que ce soit Dieu pour les croyants, risque de nous vomir. Nous risquons, c'est l'humanité que nous mettons en péril. Alors que vous savez, lorsque vous suivez l'évolution des espèces, vous apercevez qu'il y a une condition sine qua non pour qu'une espèce reste ou soit éliminée. C'est son degré de solidarité. C'est ce degré de solidarité qui était le plus poussé au sein de l'espèce humaine qui fait que l'espèce humaine a dominé les autres espèces. Mais cette solidarité, eh bien, quand on arrive à une dimension où le monde, les problèmes mondiaux, les problèmes planétaires, j'entends au niveau de la pollution, du CO2, tout ce que vous voulez, le fait de la raréfaction aussi des minerais, les problèmes énergétiques, quand tout doit se régler sur un plan international, si nous ne sommes pas capables de nous organiser pacifiquement ce monde au niveau international, eh bien, nous ne respectons plus la règle de la solidarité. Et donc, notre monde, qui est un monde planétaire, risque de disparaître. Et une bonne partie d'entre nous avec, qu'ils soient russes ou américains. Donc, à cette politique de bloc, voici moi ce que j'opposais. Donc, je vous demande quelques instants, il faut que je vais arriver. Retourne vers les cartes, voilà.
Voilà, donc vous avez une carte politique de l'Europe. Donc, eh bien là, alors il y a quelque chose qu'on ne voit pas là-dessus. Il faudrait avoir une carte géographique, enfin, ou physique, plus exactement de l'Europe. Je vais vous la montrer ultérieurement. Nous avons quelque part par là, donc les monts de l'Ural. Et pour moi, l'Europe, eh bien, dans ce sens-là, ça va de l'est du Portugal jusqu'au mont de l'Ural. Ce bloc est unique. Hein. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir la Russie contre l'Europe, puisque si la Russie intègre l'Europe. Alors vous me direz, la Russie, c'est pas presque un continent, mais qui n'est peu rempli, et qui est aussi bien aussi européen que de l'autre côté, qu'une partie en Asie, et que de l'autre côté, bon, qui est en Arctique ou près de l'Amérique. Hein. Donc cette Russie, bien que tout en restant sur le plan politique la Russie, il nous faut créer des unions économiques, puisque l'économie est ce qui impacte l'écologie, en se calquant sur des modèles d'écosystèmes. De la même manière d'ailleurs que c'est en étudiant des insectes qu'on a pu trouver des systèmes aérodynamiques ultra performants sur le plan technique. Donc, ce que je veux dire, c'est que donc vous voyez par exemple comment se centrer. Ben, je vais prendre le monde le plus ancien, qui est un monde équilibré. Pendant toute l'Antiquité, vous avez eu donc un monde méditerranéen, ce qui explique qu'il y a une certaine culture méditerranéenne qui remonte des millénaires avant Jésus-Christ, puisque les échanges se faisaient très souvent, avant même que l'Égypte ait les capacités d'aller par bateau jusqu'en Grèce, entre l'Égypte et des îles, entre des îles et la Grèce, si bien qu'on a pu retrouver des témoignages stupéfiants d'échanges entre la Grèce et l'Égypte à des époques très anciennes. Et encore plus étrange, vous savez, cette fameuse archéologue, encore une femme, qui avait été marginalisée donc dans son milieu professionnel parce qu'elle avait trouvé, je crois, j'ai peur de dire une bêtise, je crois que c'est l'opium dans les tombes des pharaons et que cette plante, donc, enfin, ça ne poussait qu'en Amérique. Et donc, elle disait par là qu'il y avait des échanges, donc déjà à l'époque pharaonique, qui pouvaient avoir lieu entre les pharaons, entre l'Amérique et l'Égypte. Ce qui surprend pas vraiment, peut-être, quand on voit par exemple qu'on a eu aussi des pyramides, n'est-ce pas, en Amérique du Sud. Mais cet échange ne se faisait pas directement et probablement et même certainement non pas directement d'Égypte à l'Amérique du Sud, mais par l'intermédiaire d'îles de différents donc terres sur le passage de cette traversée, ou en suivant différentes côtes, etc. Il y a même, je sais, à une époque donnée, on dit que vous avez la côte de l'Antarctique, hein, qui a été connue semble-t-il, sur des documents très anciens, donc une période où les côtes arctiques n'étaient pas gelées. Alors ça remonte très vite. Bon, on s'éloigne un peu de notre sujet. Donc, ce monde méditerranéen, vous voyez que vous avez par exemple l'Espagne qui en fait partie, toute l'Afrique du Nord. On pourrait même le couper puisqu'on est en fait dans deux bassins, entre le bassin occidental et le bassin occidental. Non, le bassin occidental et le bassin oriental, c'est-à-dire Méditerranée orientale avec la Turquie, Israël, etc. Donc, à l'époque, j'avais fait toute une série donc de fédérations, toute une série d'unions
montrant les différentes possibilités, donc sur le plan économique. C'est-à-dire l'énergie. Si on ne veut pas qu'elle pollue, il n'y a qu'une seule solution. C'est qu'il ne faut pas qu'elle soit une rentabilité, qu'elle soit, comment dire, qu'il y ait des bénéfices, il faut qu'elle soit étatisée pour qu'il n'y ait pas des bénéfices privés poussant à la consommation. Donc, on aura, en dehors du conflit qu'on a actuellement avec le Nord Stream, c'est-à-dire donc un pipeline de Russie qui irait directement donc par la Baltique jusqu'en Allemagne, au lieu de passer par l'Ukraine, ce qui supprime donc déjà les taxes en revenus donc pour l'Ukraine. On a d'autres problèmes aussi avec la fonte des glaces. Déjà, on le voit avec la Russie qui s'accapare une partie donc des mers arctiques, avec la fonte des glaces donc que nous avons dans l'océan arctique. Et on sait que c'est des terres qui sont riches en minéraux. Je crois même qu'il y a des diamants, il y a du pétrole, il y a tout ce que vous voulez. Donc, surtout avec les Russes qui sont peu écologiques, on risque, ça sera de nouveau une bataille pour l'exploitation, la loi du plus fort, et je crains que les Russes n'aient pas un grand souci de l'écologie. Alors, comment faire? Eh bien, effectivement, si jusqu'à l'Oural, nous avons une union économique avec la Russie, avec la Biélorussie, l'Ukraine, tous ces pays, là, les pays baltes, la Pologne, la Hongrie, Serbie, tout ce que vous voulez, l'Allemagne et même, alors la France, si vous voulez, on la divise pratiquement même en plusieurs parties, avec une partie donc du nord de la France, Paris inclus, hein, toute cette région, avec une région Rhône-Alpes par contre qui appartiendrait plutôt au monde méditerranéen, donc il faudrait refaire des cartes bien précises. Eh bien, toute cette zone-là pourrait gérer ensemble les ressources énergétiques de la même manière que la mer Méditerranéenne, les pays de la mer Méditerranéenne, avec évidemment une subdivision occident-orientale, mais quand même une union méditerranéenne, elle aurait le propre souci non seulement de l'énergie, mais aussi des problèmes d'eau. Parce qu'il faut voir qu'au lieu de passer en prévision d'éventuelles guerres pour savoir qui va tout manger, on est là croisé de deux chemins. Ou bien on est incapable de s'organiser sur le plan international, et on va vers une guerre à outrance avec le plus fort qui s'accapare toutes les ressources pour survivre, mais cela générera une telle pollution, de tels problèmes, que c'est le patrimoine génétique qui risque d'en souffrir. Et tôt ou tard, et si nous on ne préserve pas d'ailleurs les terres agricoles, avec la montée des eaux, il y aura des famines immenses, et ce qui fait que même tout le monde sera, à mon avis, tout le monde sera perdant. Ou bien on est capable de s'organiser sur le plan international et de faire un monde de paix. Donc revenons à notre problème là de la Russie. Il est vrai que la Russie a commencé l'Union soviétique avec l'Ukraine. En fait, c'est ces deux pays-là qui l'ont formée. Et ils l'ont formé, donc la Russie a énormément investi dans l'industrie de l'Ukraine. Il est tout à fait logique donc qu'elle considère d'être spoliée si l'Ukraine est progressivement captée par l'OTAN. C'est vraiment quand même, il est vrai, une situation explosive et on peut comprendre qu'elle provoque le mécontentement des Russes. Ils ont en plus, une proximité ethnique, et je pense que justement, on a été traumatisé par les problèmes de race à l'époque du nazisme, mais inversement, dans un monde où les tensions sont de plus en plus soit culturelles, soit politiques,
eh bien, on peut trouver peut-être à valoriser des solidarités ethniques, des solidarités, je ne vais pas prononcer le mot interdit, puisque maintenant il est interdit, de parenté, on va dire, plus ou moins larges, plus ou moins lointaines, qui sont liées de toute façon à la culture. Hein. Donc, on pourrait créer, donc au sein de ces unions, elles seraient donc gérées, discutées par des fédérations, donc dans différentes fédérations, on pouvait faire une fédération justement de la plaine centrale, l'Ukraine, la Biélorussie, la Pologne, enfin bref, il faudrait que je revoie ça. Et donc chacune de ces fédérations aurait un représentant au sein de l'Union de l'Europe centrale et ensemble, donc, ils prévoiraient l'exploitation énergétique nécessaire pour le développement du pays. En contrepartie, bien sûr, la Russie pourrait être boostée par son développement industriel, par notamment sa coopération avec l'Allemagne. Et nous aurions une bonne complémentarité puisque d'un côté, nous avons la Russie qui a un gaz à vendre, l'Allemagne qui a des problèmes avec des énergies renouvelables, effort louable pour ne pas polluer et tout à fait justifié, mais qui mérite donc complémentarité. Inversement, on pourrait demander à la Russie un effort, non pas pour mettre des éoliennes, enfin des éoliennes peut-être, mais surtout, eh bien déjà au niveau de la pollution radioactive. Je vous rappelle qu'il y a des sous-marins avec de la radioactivité, des vieux sous-marins de l'ex-Union URSS, je sais, j'avais entendu ça, que le Rhin, par exemple, risque d'être pollué. Il y a de nombreux problèmes donc écologiques qui devraient être réglés. Peut-être un investissement aussi dans des énergies renouvelables, puisque la Russie a une énorme surface côtière, donc peut-être pourrait-elle investir dans des systèmes d'exploitation énergétique renouvelables qui utilisent donc les marées ou l'éolien à ces niveaux-là. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas technicienne, mais disons, des études devraient être faites. Donc, on aurait donc une partie, on dit de l'Oural jusqu'à l'Oural, qui intègre l'Europe centrale. Nous avons également toute une partie du nord de la Russie qui, elle, est tournée vers l'océan Arctique et qui donc pourrait faire partir d'une union économique, que ce soit pour l'exploitation, que ce soit énergétique ou pour l'exploitation des minéraux les plus précieux, avec notamment au moins l'équilibre qui pourrait être fait par les pays nordiques qui, eux, ont quand même un souci de préservation de l'environnement. Et je pense donc à l'Antarctique. Donc, dans la zone antarctique, nous trouvons les côtes russes, nous trouvons les pays nordiques, et bien évidemment, de l'autre côté, nous avons l'Amérique du Nord, nous avons le Canada. Et comme le Canada, si le Canada, avec les États-Unis, ont peut-être d'ailleurs déjà, ont une union économique, eh bien, les bénéfices que peut en retirer le Canada, les États-Unis l'auront par son intermédiaire. De la même manière que vous avez tout le monde anglo-saxon, vous avez donc l'Angleterre, elle pourrait, comme l'Islande, on dépasserait un peu le cercle arctique, mais vous auriez une partie de l'Angleterre, là, l'Écosse, tout ça, qui pourrait intégrer la zone arctique, dans laquelle on retrouve d'ailleurs le Québec aussi, je crois. Hein. Donc, vous avez aussi une partie des États-Unis qui pourrait entrer donc, dans ce système-là. Il faut une gestion des ressources internationales, tout simplement, si on ne veut pas qu'il y ait de conflits internationaux liés aux ressources. Et moins de pollution. De la même manière, donc, l'Espagne, tous les pays d'Afrique du Nord, le sud de la France, l'Italie, tout ça, pourraient former avec une union donc méditerranéenne avec donc notamment un intérêt capital, c'est le Sahara, l'énergie solaire saharienne. Et plutôt que de voir des terres agricoles gaspillées, il serait beaucoup plus préférable
par exemple, que demander à ces pays qu'ils consacrent aux pays européens du Sud des terres sahariennes pour l'exploitation solaire, et en échange, parce que nous allons avoir des problèmes, il va y avoir une montée des eaux, c'est évident, la guerre contre le réchauffement climatique, il ne faut pas se voiler les yeux, elle est perdue, parce que ce n'est plus le problème du... Ah, j'ai pas mis le micro.